Apparition, une nouvelle fantastique de Guy de Maupassant. On parlait de séquestration à propos d'un procès récent. C'était à la fin d'une soirée intime, rue de Grenelle, dans un hôtel, et chacun avait son histoire, une histoire qu'il affirmait vraie. Alors, le vieux marquis de la Tour Samuel, âgé de 82 ans, se leva et vint s'appuyer à la cheminée. Il dit de sa voix peu tremblante: « Moi aussi, je sais une chose étrange, tellement étrange qu'elle a été l'obsession de ma vie. Voici maintenant 56 ans que cette aventure m'est arrivée, et il ne se passe pas un mois sans que je la revoie en rêve. Il m'est demeuré de ce jour-là une marque, une empreinte de peur, me comprenez-vous? Oui, j'ai subi l'horrible épouvante pendant 10 minutes, d'une telle façon que depuis cette heure, une sorte de terreur constante m'est restée dans l'âme. Les bruits inattendus me font tressaillir jusqu'au cœur. Les objets que je distingue mal dans l'ombre du soir me donnent une envie folle de me sauver. J'ai peur la nuit, enfin. Oh, je n'aurais pas avoué cela avant d'être arrivé à l'âge où je suis. Maintenant, je peux tout dire. Il est permis de n'être pas brave devant les dangers imaginaires quand on a 82 ans. Devant les dangers véritables, je n'ai jamais reculé, mesdames. Cette histoire m'a tellement bouleversé l'esprit, a jeté en moi un trouble si profond, si mystérieux, si épouvantable, que je ne l'ai même jamais raconté. Je l'ai gardé dans le fond intime de moi, dans ce fond où l'on cache les secrets pénibles, les secrets honteux, toutes les inavouables faiblesses que nous avons dans notre existence. Je vais vous dire l'aventure telle qu'elle, sans chercher à l'expliquer. Il est bien certain qu'elle est explicable, à moins que je n'ai eu mon heure de folie. Mais non, je n'ai pas été fou. Et je vous en donnerai la preuve. Imaginez ce que vous voudrez. Voici les faits tout simples. C'était en 1827, au mois de juillet. Je me trouvais à Rouen, en garnison. Un jour, comme je me promenais sur le quai, je rencontrai un homme que je crus reconnaître sans me rappeler au juste qui c'était. Je fis, par instinct, un mouvement pour m'arrêter. L'étranger aperçut ce geste, me regarda et tomba dans mes bras. C'était un vieil ami que j'avais beaucoup aimé. Depuis 5 ans que je ne l'avais vu, il semblait vieilli d'un demi-siècle. Ses cheveux étaient tout blancs et il marchait courbé comme épuisé. Il comprit ma surprise et me conta sa vie. Un malheur terrible l'avait brisé. Devenu follement amoureux d'une jeune fille, il l'avait épousée dans une sorte d'extase de bonheur. Après 1 an d'une félicité surhumaine et d'une passion inapaisée, elle était morte subitement d'une maladie de cœur, tuée par l'amour lui-même sans doute. Il avait quitté son château le jour même de l'enterrement, et il était venu habiter son hôtel de Rouen. Il vivait là, solitaire et désespéré, rongé par la douleur, si misérable qu'il ne pensait qu'au suicide. « Puisque je te retrouve ainsi, me dit-il, je te demanderai de me rendre un grand service. C'est d'aller chez moi, dans le secrétaire de ma chambre, de notre chambre, chercher quelques papiers dont j'ai un urgent besoin. Je ne puis charger de ce soin un subalterne ou un homme d'affaires, car il me faut une impénétrable discrétion et un silence absolu. Quant à moi, pour rien au monde je ne rentrerai dans cette maison. Je te donnerai la clé de cette chambre que j'ai fermée moi-même en partant, et la clé de son secrétaire. Tu remettras en outre un mot de moi à mon jardinier qui t'ouvrira le château. Mais viens déjeuner avec moi demain, et nous causerons de cela. » Je lui promis de lui rendre ce léger service. Ce n'était d'ailleurs qu'une promenade pour moi, son domaine se trouvant situé à 5 lieues de Rouen environ. J'en avais pour 1 heure à cheval. À 10 heures le lendemain, j'étais chez lui. Nous déjeunâmes en tête-à-tête, mais il ne prononça pas 20 paroles. Il me pria de l'excuser. La pensée de la visite que j'allais faire dans cette chambre où gisait son bonheur le bouleversait, me disait-il. Il me parut en effet singulièrement agité, préoccupé, comme si un mystérieux combat se fût livré dans son âme. Enfin, il m'expliqua exactement ce que je devais faire. C'était bien simple. Il me fallait prendre 2 paquets de lettres et une liasse de papier enfermée dans le premier tiroir de droite du meuble dont j'avais la clé. Il ajouta: « Je n'ai pas besoin de te prier de n'y point jeter les yeux. » Je fus presque blessé de cette parole, et je le lui dis un peu vivement. Il balbutia:
Pardonne-moi, je souffre trop. » Et il se mit à pleurer. Je le quittai vers 1 heure pour accomplir ma mission. Il faisait un temps radieux, et j'allais au grand trot à travers les prairies, écoutant des chants d'alouettes et le bruit rythmé de mon sabre sur ma botte. Puis j'entrai dans la forêt, et je mis au pas mon cheval. Des branches d'arbres me caressaient le visage, et parfois j'attrapais une feuille avec mes dents et je la mâchais, avidement, dans une de ces joies de vivre qui vous emplissent on ne sait pourquoi, d'un bonheur tumultueux et comme insaisissable, d'une sorte d'ivresse de force. En approchant du château, je cherchais dans ma poche la lettre que j'avais pour le jardinier, et je m'aperçus avec étonnement qu'elle était cachetée. Je fus tellement surpris et irrité que je faillis revenir sans m'acquitter de ma commission. Puis, je songeai que j'allais montrer là une susceptibilité de mauvais goût. Mon ami avait pu d'ailleurs fermer ce mot sans y prendre garde, dans le trouble où il était. Le manoir semblait abandonné depuis 20 ans. La barrière, ouverte et pourrie, tenait debout on ne sait comment. L'herbe emplissait les allées. On ne distinguait plus les plates-bandes. Au bruit que je fis, en tapant à coups de pied dans un volet, un vieil homme sortit d'une porte de côté et parut stupéfait de me voir. Je sautai à terre et je remis ma lettre. Il la lut, la relut, la retourna, me considéra en dessous, mit le papier dans sa poche et prononça. « Eh bien, qu'est-ce que vous désirez ?» Je répondis brusquement. « Vous devez le savoir, puisque vous avez reçu là-dedans les ordres de votre maître. Je veux entrer dans ce château. » Il semblait atterré. Il déclara. « Alors vous allez dans sa chambre ?» Je commençai à m'impatienter. « Parbleu, mais est-ce que vous auriez l'intention de m'interroger par hasard ?» Il balbutia. « Non, monsieur, mais c'est qu'elle n'a pas été ouverte depuis la mort. Si vous voulez m'attendre 5 minutes, je vais aller voir si... » Je l'interrompis avec colère. « Ah ça, voyons, vous fichez-vous de moi? Vous n'y pouvez pas entrer puisque voici la clé. » Il ne savait plus que dire. « Alors, monsieur, je vais vous montrer la route. Montrez-moi l'escalier, laissez-moi seul, je la trouverai bien sans vous. »« Mais, monsieur, cependant... » Cette fois, je m'emportai tout à fait. « Maintenant, taisez-vous, n'est-ce pas, ou vous aurez affaire à moi. » Je l'écartai violemment et je pénétrai dans la maison. Je traversai d'abord la cuisine, puis 2 petites pièces que cet homme habitait avec sa femme. Je franchis ensuite un grand vestibule. Je montai l'escalier et je reconnus la porte indiquée par mon ami. Je l'ouvris sans peine et j'entrai. L'appartement était tellement sombre que je ne distinguai rien d'abord. Je m'arrêtai, saisi par cette odeur moisie et fade des pièces inhabitées et condamnées, des chambres mortes. Puis, peu à peu, mes yeux s'habituèrent à l'obscurité, et je vis assez nettement une grande pièce en désordre, avec un lit sans drap, mais gardant ses matelas et ses oreillers, dont l'un portait l'empreinte profonde d'un coude ou d'une tête, comme si on venait de se coucher dessus.